Les États-Unis ont donné à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des missiles balistiques pour frapper dans la profondeur russe. Et dans la foulée, la France et le Royaume-Uni ont aussi levé les restrictions qui étaient jusqu'ici en vigueur. Ce ne sont pas des déclarations officielles, mais des informations confirmées par plusieurs médias, notamment le New York Times, Reuters ou encore le Figaro. Et comme il y a des sons de cloche relativement similaires d'une rédaction à l'autre et pas de démenti des pays concernés, eh bien on peut prendre cette information au sérieux. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle des raisons et des implications de cette décision qui intervient au lendemain d'une attaque massive de missiles et de drones contre l'Ukraine. D'ailleurs, je vais commencer par là, parce que la décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles balistiques occidentaux pour frapper dans la profondeur russe, ça, je ne l'attendais pas du tout. Mais par contre, une attaque massive de missiles et de drones russes, ça, c'était prévisible. La Russie n'avait pas utilisé de missiles depuis au moins 2 mois, elle avait plutôt employé des milliers de drones pour frapper l'Ukraine quasiment chaque nuit depuis l'été. Mais la nuit dernière, donc du samedi 16 au dimanche 17 novembre, ce sont 120 missiles et 90 drones qui ont été lancés sur l'Ukraine. Ça a causé au moins 7 morts et 19 blessés. La défense antiaérienne ukrainienne, elle a relativement bien fonctionné. Elle a abattu, selon des déclarations officielles, 102 missiles sur 120, mais les dégâts, notamment sur des infrastructures énergétiques, sont apparemment très lourds. Et dès demain, donc lundi 18 novembre, eh bien les autorités ont annoncé de nouvelles tranches de coupures d'électricité à travers tout le pays. Et c'est dans ce contexte, alors que le pays pense ses plaies et qu'on se prépare à un hiver très dur, qu'on apprend dans la soirée que la Maison-Blanche a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles balistiques occidentaux pour frapper dans la profondeur russe. Donc côté américain, on parle des ATACMS d'une portée de 300 km et côté français et britannique, on parle des Scalp et des Storm Shadow, respectivement, qui sont 2 noms différents pour le même missile de fabrication franco-britannique. Et ces missiles, ils ont une portée de 550 km. Il faut rappeler que Paris et Londres étaient conditionnés à la décision américaine, d'une part dans le cadre de l'OTAN, mais aussi tout simplement parce qu'il y a des composants américains dans ces missiles franco-britanniques. Les cibles potentielles, elles avaient été définies depuis un certain temps. On parle de bases aériennes, on parle de casernes, on parle de centres de commandement, on parle d'infrastructures de transport, le tout visant à compliquer la logistique de guerre dans la profondeur russe. Pour l'Ukraine, c'est la première bonne nouvelle depuis des mois, en fait depuis début août, qui avait coïncidé avec l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine et le début d'une incursion dans l'oblast de Koursk en Russie et ensuite l'occupation de territoires russes. Et depuis début août, les mauvaises nouvelles s'étaient accumulées, j'en ai déjà beaucoup parlé ici sur cette chaîne. Donc le premier effet de cette autorisation, c'est déjà un petit boost au moral, mais qu'est-ce que ça va changer dans la dynamique de la guerre? Ça, c'est une autre question. Parce que viser dans la profondeur, ça compliquera, comme je l'ai dit, la logistique de guerre russe, mais Moscou a dû voir venir ce risque et déplacer les bombardiers et les chasseurs vers des aérodromes qui sont plus éloignés de la frontière ukrainienne. En plus, on ne sait pas de combien de missiles Kiev va disposer, et s'il s'agit seulement d'une poignée de quelques dizaines de missiles, eh bien cela permettra quelques coups d'éclat, mais ça ne permettra pas de faire une grosse différence dans la dynamique de la guerre. Et ça, on l'a déjà vu par le passé, les léopards allemands, les Bradley américains, ou encore donc récemment les chasseurs F-16, ils n'ont pas permis de faire une grosse différence. Ils permettent de consolider les forces armées ukrainiennes et de les otaniser, c'est-à-dire d'accélérer l'intégration euro-atlantique des forces armées ukrainiennes, mais on voit bien qu'il n'y a pas de recette magique, dans le sens où il n'y a pas d'armes qui puissent créer un avantage décisif. Bon, en tous les cas, cette autorisation, elle sera probablement très rapidement utilisée par les Ukrainiens et donc on verra quelles cibles ils veulent atteindre et quels résultats ils peuvent obtenir. Et ce qui est presque plus intéressant dans cette décision, c'est toute la dimension politique et géopolitique qui l'entoure. Puisque Joe Biden s'est refusé pendant très longtemps à autoriser ces tirs et il quitte la Maison-Blanche dans à peine 2 mois. Et donc, encore une fois, pourquoi avoir refusé pendant si longtemps quelque chose qui est accepté aujourd'hui au nom de prétendues lignes rouges qui ne font que sauter les unes après les autres? Ça, c'est un des grands mystères de cette guerre, pour le plus grand malheur des Ukrainiens évidemment, mais aussi pour la capacité des Occidentaux à mettre un terme rapidement à ce conflit
qui les concerne au premier chef. Il y a quelques jours, Joe Biden s'est entretenu très longuement à la Maison-Blanche avec son prédécesseur et son successeur Donald Trump, et on sait qu'ils ont parlé d'Ukraine, et donc on peut imaginer qu'ils ont aussi parlé de ce cas très précis. Et donc on peut en déduire que cette décision de Joe Biden rentre dans le cadre d'un effort coordonné pour soutenir l'ambition de Donald Trump de mettre rapidement un terme au combat. Puisque en autorisant les tirs de missiles balistiques dans la profondeur russe, eh bien, les États-Unis et les Occidentaux, en règle générale, accentuent la pression sur la Russie, potentiellement renforcent la position stratégique de l'Ukraine, et c'est peut-être un des facteurs qui poussera Vladimir Poutine vers une table de négociation. Bon, ça, on verra. Il est aussi possible que Donald Trump n'ait pas été mis au courant et que cela, en fait, contrarie sa vision d'un plan de paix. En tous les cas, le calendrier n'est pas un hasard, puisque Joe Biden était hier à Lima, au Pérou, pour le sommet de Asia-Pacific Economic Cooperation, l'APEC. Il y a rencontré, entre autres, Xi Jinping. Il y a condamné le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie pour combattre l'Ukraine. Apparemment, d'après le New York Times, c'est ça qui a motivé sa décision concernant les missiles. Et Joe Biden sera demain à Rio de Janeiro pour un sommet du G20, où la Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, puisque Vladimir Poutine ne peut pas se déplacer à cause du mandat d'arrêt émis par la CPI. Et ce sommet du G20, il n'est pas anodin, il s'agit pour les États-Unis et pour les Occidentaux d'en faire un moment fort pour contrebalancer le succès mesuré du sommet des BRICS à Kazan. Et donc pour réaffirmer leur poids dans l'un des rares formats internationaux, le G20, qui réunit les Occidentaux et leurs rivaux et adversaires systémiques que sont la Russie, la Chine et d'autres pays. En plus, cette décision intervient juste quelques jours après le premier coup de fil entre l'Allemand Olaf Scholz et Vladimir Poutine en 2 ans. Coup de fil qui s'est tenu donc ce vendredi. Et là aussi, on peut imaginer que c'est une action concertée entre les Occidentaux, c'est-à-dire renouer d'une part des contacts diplomatiques et d'autre part autorisé à frapper dans la profondeur russe. Donc une politique classique de carottes et de bâtons. Même si, et je me suis déjà exprimé sur le sujet, ce coup de fil d'Olaf Scholz n'est que la ressucée de vieilles recettes qui n'ont pas marché par le passé. Et d'ailleurs, si Olaf Scholz a effectivement exhorté Vladimir Poutine à cesser ses attaques contre l'Ukraine, eh bien on a vu ce que ça a donné la nuit dernière avec cette attaque massive de missiles et de drones contre l'Ukraine. Et donc cette autorisation de frapper dans la profondeur russe avec des missiles balistiques occidentaux, c'est un développement majeur, mais ça ne règle évidemment pas toutes les questions, loin de là. On va voir dans les jours prochains ce que ça va impliquer et aussi comment est-ce que ça va s'insérer dans l'environnement géopolitique de l'après-réélection de Donald Trump. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.